Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons réagir à l'actualité et la collision en vol. Donc, au fait que deux avions de Rafale de l'armée de l'air, de Rafale C, se soient percutés dans le ciel de Cognac le dimanche 22 mai 2022, donc hier à peu près 12h40. Ce sont deux avions qui appartenaient à la 30e escadre, qui étaient là dans le cadre du meeting aérien de la FOSA, de la Fondation des œuvres sociales de l'air. Et ce que nous allons faire juste après le jingle, c'est regarder un petit peu ce qu'est la FOSA, regarder un petit peu ce que sont les ambassadeurs de l'armée de l'air et de l'espace, nous intéresser à la démo tactique, forcément de l'armée de l'air, à l'escadron 330 Lorraine, qui fait partie de la 30e escadre, au régiment de chasse du Normandie-Niemen, qui apparemment aurait fourni les pilotes. Et ensuite, nous allons essayer de voir ce que nous savons par rapport aux informations disponibles à l'heure actuelle. Je vous préviens de suite, je ne mettrai aucune photo. Alors merci de m'avoir envoyé des photos et tout, mais à l'heure actuelle, il y a une enquête en cours, je ne mettrai aucune photo, mais je vous expliquerai quels sont les dommages qui ont été faits sur les avions. Et ensuite, derrière, nous allons essayer de voir bien ce que nous pouvons en dire, ce que nous pouvons débriefer de tout ça à chaud. Je vous rappelle qu'une enquête est en cours, qu'il n'y a pas eu de mort, qu'il n'y a pas eu de blessés, qu'il y a eu des légers dégâts au sol sur le village à côté, mais comme on aime bien le dire, qu'il n'y a pas eu mort d'homme. Allez, nous en parlons, nous débriefons tout ça juste après le jingle. Alors la FOSA, comme je vous ai dit, c'est une fondation qui œuvre pour aider les familles et les orphelins de l'armée de l'air et de l'espace, de la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, et également de Météo France, aider les personnes qui ont des difficultés suite à des accidents de la vie. Donc 59% du budget va à l'aide des 300 orphelins de la FOSA, 6% du budget va pour l'aide des 40 blessés, et 35% va pour aider environ 150 familles. Donc c'est une fondation, c'est une œuvre juste, et ils organisent régulièrement des meetings de l'air où il y a à chaque fois des plateaux, donc des avions absolument extraordinaires. Le 21-22 mai, c'était celui de la BA 709 de Cognac-Château-Bernard, où il y a l'école de formation de chasse, où il y a des PC-21, où il y a également les Cirrus. Et là, vous aviez la Patrouille de France, les Rafales de l'armée de l'air, avec son nouveau présentateur, l'A400M avec son équipe de démo, les démonstrateurs du PC-21, vous aviez du Caracal, les parachutistes, d'ailleurs je crois qu'il y a eu des petits soucis, mais ils s'en sont bien sortis, de l'EC 120, forcément des Warbirds, des avions de collection, démonstration des F-16, démonstration de PC-9 et même du Typhoon. Bref, vous voulez un super meeting aérien, vous allez au meeting aérien de la FOSA et la cause est magnifique. Vos frais d'inscription, ils vont d'entrée, ils vont aider justement cette cause plus que juste. Donc, le meeting de la FOSA, à chaque fois, c'est une valeur sûre. Et là, c'était un des premiers meetings de la saison, après toute la période de Covid. Donc voilà, c'était un petit peu la grande reprise pour l'aéronautique. Alors vous avez sûrement déjà entendu parler des ambassadeurs de l'armée de l'air et de l'espace. Vous avez la Patrouille de France, créée en 1953, qui vole sur Alpha Jet, basée à Saint-de-Provence. Vous avez l'équipe de voltige de l'armée de l'air, qui existe depuis plus de 50 ans, qui fait des compétitions aériennes, mais également des meetings aériens. Vous avez les parachutistes, une quinzaine de parachutistes. Vous avez le RSD, le Rafale Solo Display, qu'on appelle aussi la démonstration alpha, une démonstration technique extrêmement puissante. Là, c'est le 7e présentateur maintenant, qui va bouger l'avion, qui va montrer ses capacités de manœuvre et qui va faire rayonner la puissance du Rafale à l'étranger et en France. L'A400M également, qui va faire une démonstration tactique. Vous avez de l'Alpha Jet Solo Display, mais vous avez également des démonstrations tactiques. Alors, la démonstration tactique, je connais bien pour avoir été équipier, puis leader de la démonstration tactique de la Marine nationale. Donc, j'ai été équipier 2015-2016, leader en 2017. Et j'en parle d'ailleurs dans mon bouquin, je fais tout un chapitre dessus. Pourquoi ? Parce que la problématique des démonstrations tactiques, c'est que c'est fait par des pilotes d'active en unité opérationnelle. La Patrouille de France sont d'anciens pilotes opérationnels qui mettent un temps d'arrêt à leur période d'opération pour devenir ambassadeurs. Donc leur travail à temps plein, c'est être ambassadeur. Le Rafale Solo Display, c'est légèrement différent. Il ne fait pas de vol opérationnel, il fait des vols d'instruction à côté, et à côté de ça, il fait ambassadeur, avec donc travail le week-end, jour de récup derrière, et son travail, c'est vraiment de faire ces meetings aériens. Donc il y a beaucoup, voire énormément de préparation, et beaucoup d'entraînement. Comme vous êtes démonstrateur tactique, vous êtes pilote
opérationnel en unité. En tout cas, personnellement, dans la marine, je faisais toute ma semaine de boulot et après le week-end, on vous rajoute ça et vous n'avez pas vraiment le temps de récupérer. Alors, dans l'armée de l'air, ils sont un peu moins bourrins, ils prennent quand même des récup, donc la fatigue, ça va. Mais j'en parle dans mon bouquin justement à cause de ça, c'est que moi, je me suis retrouvé à devoir leader la démo tactique de la marine et on m'a donné un vol d'entraînement. Super. Je crois que pour ce qui est des démonstrateurs de l'armée de l'air, c'est un petit peu plus pour leur patrouille, mais ça reste ça. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez la patrouille de France qui s'entraîne 2 fois par jour pendant tout l'hiver. À côté de ça, les démonstrateurs tactiques, beaucoup moins. Attention, la démonstration tactique, c'est pas dangereux pour autant parce que ça reste des choses plus souples. Ça reste des types de manœuvres que nous sommes habitués à faire dans notre vie d'opérationnel. Et néanmoins, tout ce qui est appréhension du monde du meeting aérien, toutes ces choses-là, c'est un métier. L'armée de l'air partage avec ses ambassadeurs justement ce savoir-faire, donc ils sont acclimatés, acculturés, mais ça ne remplace pas des dizaines de vols d'entraînement, il faut être franc. Donc ces démonstrations tactiques dans l'armée de l'air, vous avez vu les Ramex Delta, vous avez vu les couteaux Delta, donc Ramex Delta sur Mirage 2000N, quand le 2000N s'est arrêté, vous avez vu les couteaux Delta sur 2000D, ça s'est arrêté, et vous avez maintenant, vous avez eu la création des Rogue Victor en 2019, et maintenant je crois que ça s'appelle les Vautours Bravo. Pour la 30e escadre. Vous avez également une démonstration tactique, je crois, avec les biplaces de Saint-Dizier. Les Vautours Bravo, c'est la 30e escadre. Et pourquoi Vautours? Parce qu'à une époque, ils volaient sur SB 4050 Vautours et avant de passer sur F1. Donc c'est un petit clin d'œil à leurs origines. Donc ce sont des avions de chasse monoplace. Et leur objectif, c'est de vous montrer ce que des Rafales, une paire de Rafales, donc une patrouille simple, peut réaliser avec des passages rapides, avec des passages lents, avec des passages type assaut canon, ce genre de choses. À noter qu'il y a eu d'autres patrouilles dans le passé, notamment, encore une fois, c'était le 333 à Lorraine. Vous aviez des Voltige Victor sur Mirage F1, basés à Reims, et le 10 mars 2003, les 2 pilotes des Voltige Victor se sont percutés lors de la figure numéro 8, c'était une barrique et les 2 pilotes sont décédés. Donc c'est un type de vol avec ces gros avions de chasse, ça bouge pas comme un Alpha Jet. Rafale c'est plus gros, ces avions qui font plus de 13 tonnes là à ce moment-là, ça a ses contraintes et c'est pas un sport de masse. Donc vous l'aurez compris, ce que je voulais faire ressortir, c'est qu'une démonstration tactique par rapport à une démonstration alpha ou RSD, vous n'avez pas le même personnel, la même formation, vous n'avez pas le même temps, ni le même entraînement, ni les mêmes moyens tout simplement pour la réalisation de la mission. Les pilotes en ont conscience et ils vont donc définir leur zone de confort et ils vont faire quelque chose de beaucoup plus souple. Donc vous verrez, le Rafale sera beaucoup plus poussé à ses limites avec une démonstration alpha qu'avec une démonstration tactique. Alors parlons un petit peu de la 30e escadre, puisqu'il s'agit de la patrouille de la 30e escadre. Elle a été créée, donc elle est actuellement à Mont-de-Marsan, donc dans le sud-ouest. Elle a été créée le 1er mai 1953 à Tours et ensuite à Reims. Ensuite ça a fermé et ça a rouvert le 3 février 2015 sur la BA 118. Il y a trois unités en fait. Vous avez l'escadron de chasse, vous avez le 130 Côte d'Argent qui fait tout ce qui est un peu essai en vol, et ensuite vous avez le Normandie-Niemen, qui, on parle d'un régiment, le 230 formé en 1942 sur le front de l'Est, qui s'appelait à la base Normandie et non pas Normandie-Niemen. Et là, suite à la bataille du fleuve Niemen, donc en Russie, le 28 novembre 1944, Staline a décidé que les pilotes s'étaient tellement bien battus qu'ils méritaient d'appeler de leur unité Normandie-Niemen. Et donc Niemen a été rajouté de manière honorifique grâce aux soviétiques parce que les pilotes se sont extrêmement bien battus. C'est un régiment extrêmement glorieux et qui a tellement marqué l'Union soviétique qu'en juin 1945, à la fin des combats, il a été décidé de leur offrir les Yak-3. Ils ont pu rentrer avec leurs armes avec les Yak-3 jusqu'à Paris. Ils ont décollé le 15 juin de Russie et ils sont posés à Saint-Diz. Et après, le 20 juin, ils ont défilé sur Paris. Il y avait 38 Yak-3 sur les Champs-Élysées. Et le maréchal Alexandre Nikhokov, il a dit que c'était des ambassadeurs du courage français, à savoir que nombreux des pilotes du Normandie-Niemen ont été faits héros de l'Union soviétique et qu'il y a de nombreuses écoles qui s'appellent du nom de pilotes ou en hommage au Normandie-Niemen. C'est un régiment qui est, on va dire, un peu connu par les spécialistes en France, mais qui est connu par tout le monde, et très connu dans l'Union soviétique. En Russie maintenant et dans les anciens pays de l'Union soviétique. Donc un régiment très glorieux, monoplace, où clairement plutôt les majors de promo qui y vont. J'ai eu la chance d'intervenir, travailler plusieurs fois avec eux. Ils sont pas bons, ils sont excellents. Ensuite vous avez le 330 Lorraine, donc je vous parlais de pilotes qui n'étaient pas bons et qui étaient excellents. Ça c'est un peu un trait de caractère à la 30. Pourquoi ? Regardez, on a une preuve. La semaine dernière il y avait le NATO Tiger Meet en Grèce.
Il y avait 5 awards à gagner, 5 prix à gagner. Le plus prestigieux, c'est celui du Silver Tiger, qui dit en gros que c'est la meilleure unité. Eh bien, il a été gagné par le 330 Lorraine. Le 330 Lorraine est donc revenu avec le prix du Silver Tiger, donc la meilleure unité, le prix du meilleur uniforme et le prix également donc, du côté un peu spirit, donc et le prix de la meilleure déco. Clairement, c'est une unité qui est très spirit, comme on dit. Ça vient d'un groupe de bombardement, donc ça a été créé en 1940, septembre 40. Ils ont participé aux opérations en Libye, en Syrie, et après ils sont retournés en Angleterre en 1942. Ils ont notamment participé aux opérations de bombardement avec des fumigènes, avec des fumées pour la protection du 6 juin 1944. Et ensuite, eh bien, c'est un escadron qui a fermé, qui a rouvert en 2010 à Al Dhafra, donc aux Émirats Arabes Unis, et après qui a déménagé. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur le 330 Lorraine? Encore une fois, du Rafale monoplace. Les pilotes de Rafale monoplace de l'armée de l'air, voilà, ils sont légèrement sélectionnés, ils sont très bien formés, ils sont des unités qui prouvent leur valeur, même au niveau de l'OTAN. Pas plus tard que la semaine dernière, en étant... Alors oui, alors je peux quand même vous préciser, le Silver Tiger, en fait, sont toutes les unités présentes qui votent. C'est pas un jury qui arrive et qui décide, c'est tous les participants qui votent. Donc quand on vous dit que le 330 Lorraine a gagné le Silver Tiger, ça veut dire que leur professionnalisme a tellement marqué tout le monde que vous avez la majorité des participants qui se sont dit eh ben c'est le 330 qui mérite de gagner ça. Petite transition sur la déco. Comme vous le savez, au NATO Tiger Meet, il y a des concours de décoration. C'était la 11e flottille de chasse qui avait gagné celui de 2017 avec le White Tiger que j'ai eu la chance de présenter en meeting aérien dans le cadre de la démo tactique. Mais l'avion là, qui a gagné en 2022, eh bien, il a été présenté, c'est lui qui a volé et qui s'est fait percuter. Donc on va regarder maintenant un petit peu l'accident, ce qu'on peut en dire. Vous aviez les 2 Rafales qui ont fait leur démo le samedi, tout s'est bien passé. Vol du dimanche, autour de midi. Donc vol du dimanche autour de midi, ils font leur démonstration et là, eh bien, les 2 avions se percutent, une collision en vol. Qu'est-ce que l'on peut dire? L'avion du leader, au niveau de la dérive, au niveau de l'arrière, au niveau de tout ce qui est guerre électronique, du Spectra, du DDM, du détecteur de départ missile, il a été coupé. Donc le haut de la dérive a été sectionné et tombé sur le village à côté de Cognac et heureusement on n'a fait aucun blessé. Au niveau du numéro 2, au niveau du numéro 2, et les 2 avions étaient dans la même configuration, ce qu'on appelle dans la marine en A10, dans l'armée de l'air c'est un peu différent, mais en gros c'est un bidon central. Avec le bidon central, ils peuvent très bien manœuvrer, vous êtes dans la version la plus manœuvrante du Rafale, 270 degrés par seconde de taux de roulis, un avion qui peut prendre 9G, s'il faut 11G, qui bouge très bien. Alors, l'avion du numéro 2, il a son canard droit qui est tordu et très fortement endommagé. Donc on se doute que c'est avec le canard droit qu'il a pu taper. Vous avez au niveau de l'entrée d'air droite également, il y a des dommages. Et au niveau du bord d'attaque, 2 tiers du bord d'attaque. Donc tout porte à croire, et il y a une enquête en cours, on verra après le compte rendu, mais qu'au niveau du canard droit de l'équipier, vous voyez le canard droit de l'équipier, ça est tapé la dérive. Donc vous avez l'avion du leader qui avance comme ça, le canard droit de l'équipier qui serait venu taper par là. Les 2 avions ont pu rentrer. Les 2 avions ont pu rentrer et poser pas cassé. Le leader, donc l'avion peint, s'est posé en premier, celui qui s'est fait couper la queue. Le numéro 2, qui a eu des gros soucis au niveau du canard, il a attendu à peu près une dizaine de minutes et après il est venu se poser. Les avions étaient cachés un peu du regard et il a été demandé à ce que les photos soient gardées pour le BEA. C'est pour ça que je vous montrerai que des photos sorties dans la presse, dans la vidéo. Certaines personnes disent qu'il y a eu une annonce de perte de visuel à la radio. Ils sont en train d'émettre sur des fréquences VHF ou UHF qui ne sont pas cryptées à ce moment-là, donc il y a des spotters qui ont écouté. Donc certaines sources que j'ai entendues ont parlé d'une annonce de perte visuelle à la radio, ce qui peut expliquer la collision. Mais on n'est pas vraiment là pour expliquer le pourquoi du comment de la collision, tout simplement parce que je n'ai pas les éléments pour vous répondre. Donc on va maintenant voir un petit peu de manière macro ce qu'on peut dire avec cet événement avant la sortie de l'enquête. Au niveau de l'enquête justement, donc vous allez avoir une enquête du bureau enquête analyse défense, vous avez forcément la gendarmerie également. Il va falloir sûrement faire un compte-rendu de perte d'objets en vol. Dès que vous perdez un objet, il faut aller à la gendarmerie et vous notez, par exemple s'il y a un bidon qui tombe au-dessus de la mer pendant votre vol, vous allez noter j'ai perdu un bidon à tel endroit, tout ça. Si vous perdez un morceau de votre avion, vous allez sûrement devoir remplir ce papier de compte-rendu de perte d'objets au vol auprès de la gendarmerie. Il y aura sûrement une enquête forcément de la gendarmerie parce qu'il y a eu 2-3 petits dégâts au sol par rapport à ce qui s'est passé, voir s'il y a des dépôts de plainte ou pas, des demandes d'indemnisation. Je crois qu'il y a une toiture qui a été légèrement touchée. À voir également derrière s'il y a une enquête de commandement, comment est-ce que ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, une enquête au niveau également du meeting aérien. Bref, énormément d'enquêtes vont avoir lieu.
certaines pour voir s'il y a des responsabilités pénales ou autres, d'autres pour voir pourquoi c'est arrivé et qu'est-ce qu'on peut en faire sortir d'un point de vue sécurité des vols. Et c'est là-dessus que je vais m'attarder. Donc la culture juste, nous en avons parlé, attendez les avions d'Air France là, la culture juste, nous en avons parlé la dernière fois par rapport au vol Air France. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un premier temps, eh bien, on se pose la question, est-ce qu'il y avait volonté de malveillance? Probablement pas. Ensuite, prise de sang. Est-ce que les pilotes avaient des soucis dans le sang? Probablement pas. Mais est-ce qu'ils avaient bu juste avant le vol ou fumé des choses juste avant le vol? Alors, je vous rassure, ça ne devrait pas arriver. Donc, pas OK, pas de souci de ce côté-là. Ensuite, est-ce que c'était un autre équipage? Est-ce que ça serait passé de la même manière? Donc là, il faut qu'ils voient exactement avec les faits qu'ils ont. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est une faute? Une faute, c'est intentionnel. Est-ce que c'est une négligence? Perdre de vue, par exemple, son leader, eh bien, ça peut arriver. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on perdrait de vue son leader à basse altitude? Eh bien, il n'y a pas 40 raisons. Normalement, quand vous volez en tant qu'équipier, vous êtes plus bas. Vous êtes plus bas que votre leader de manière à pouvoir plus facilement le voir. Quand vous êtes en basse altitude, on remonte. On se met généralement au-dessus du leader. La problématique d'être au-dessus du leader, c'est que vous pouvez le masquer. Donc il faut voir au niveau de sa position pour changer un petit peu. On se grandit dans le siège, on essaye de chercher. Donc à voir si la perte de visuel vient d'une phase de rapprochement, vient d'une phase de patrouille. Est-ce que l'équipier était au bon étagement? Et donc il va y avoir nécessité de regarder si les bonnes procédures ont été appliquées. Maintenant, ce n'est pas toujours facile. Vous faites des éclatements, des rassemblements, il y a des changements d'altitude, vous vous séparez, vous revenez, le leader il a le bloc du dessus, l'autre il a le bloc du dessous, ça n'arrête pas de changer, ça va évoluer. Donc il va falloir regarder précisément si chacun a fait ce qu'il devait faire et s'il n'a pas fait ce qu'il devait faire, pourquoi. Ensuite, si vous perdez de vue votre équipier ou votre leader, différentes choses. La première chose, c'est normalement que vous l'annoncez et dans la foulée, vous vous sanctuarisez. Vous mettez à une altitude différente de celle du leader pour éviter d'y rentrer dedans. Je suis leader, j'ai mon équipier qui rassemble, personnellement sur un meeting, fonction de la phase, il y a des phases je ne peux pas, mais hop, je jette des coups d'œil, je regarde où il est. Si vous regardez les vidéos de mes meetings, vous voyez que souvent des fois je me retourne la tête ou autre, hop, petit coup d'œil, on vérifie. Si maintenant il y a une perte d'altitude, une perte de visuel de sa part, la première chose que je fais en tant que leader, je lui donne mon altitude. Je lui donne mon altitude et pour lui, ça veut dire tu te mets 500 pieds au-dessus ou 500 pieds en dessous, tu ne viens pas à mon altitude, elle est interdite. Et donc, à voir ce qui s'est passé, si ça aurait pu avoir un impact ou pas. Donc en fait, pourquoi je vous dis ça? On va essayer d'analyser ce qui s'est passé, on va essayer de comprendre si des process existaient pour éviter ça, s'ils ont été suivis ou pas. Et encore une fois, c'est pas toujours facile de suivre les process. Culture juste, et ensuite derrière, eh bien, on va voir le pedigree en fait de chaque pilote. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont déjà fait par le passé? Est-ce qu'ils ont déjà eu des soucis? On va se poser la question, est-ce que c'est l'unité qui a un souci de process? Est-ce que c'est nos process qui sont pas bons? Est-ce que c'est la démo tactique? Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'on va faire évoluer dans la démo tactique pour que ça n'arrive plus jamais? Tout simplement, l'idée c'est ça. Maintenant, quelques petits points de réflexion. Vous savez, il y a Top Gun qui sort, je vais le voir en avant-première demain soir, il y a Top Gun qui sort là dans quelques jours, donc on parle beaucoup de l'aviation, du fait que c'est compliqué. Là, ça permet de rappeler à tout le monde, vous prenez parmi les meilleurs pilotes de France, dans le meilleur avion français, ça peut quand même se rentrer dedans. Pourquoi est-ce que ça peut quand même se rentrer dedans? Parce que c'est un métier difficile et c'est un métier dangereux. On ne s'en rend pas forcément compte parce que tout est ultra processé, les gens sont ultra entraînés, ils sont très professionnels, donc il y a beaucoup d'accidents évités, mais ça reste un métier difficile. Au niveau de la difficulté de ce métier, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est qu'être dans un avion de combat en meeting aérien, mais c'est un métier qui est très hétéroclite. D'un côté, vous êtes pilote opérationnel, vous allez partir faire 6, 7, 8 heures, je ne sais pas combien de temps il faisait là au-dessus de la Roumanie, vous allez protéger l'espace aérien de l'OTAN, vous décollez depuis Mont-de-Marsan ou Saint-Dizier, vous faites des ravitaillements en vol, vous faites plus ou moins des sortes de grands hippodromes, vous travaillez radar, c'est très technique d'un point de vue finesse de pilotage, vous n'allez pas en faire tant que ça. Vous êtes au pilote automatique ou vous êtes en patrouille souple. Ça va être d'autres difficultés. Il va falloir gérer votre énergie sur la durée du vol. Il va falloir gérer vos systèmes embarqués. Ça demande des capacités très spécifiques, très minutieuses. À côté de ça, le week-end d'après, vous partez en meeting aérien. Et bien là, vous n'avez pas besoin de votre radar, vous n'avez pas besoin de vos systèmes embarqués, vous n'allez pas ravitailler en vol. Vous allez devoir prendre du facteur de charge, peser 6-7 fois votre poids et continuer à regarder où se trouve le public. Vous allez devoir prendre en compte la position des gens et vous allez devoir non pas faire face au stress du combat, vous allez devoir faire face
au stress de 30-40 000 personnes au sol qui vous regardent. Et c'est un stress très différent. Donc pourquoi je vous dis que c'est un métier aussi très difficile? Parce qu'il est très hétéroclite et le type de problématique, le type de facteurs stressants que vous allez devoir gérer est extrêmement hétéroclite. Donc ça c'est un point important. Qu'est-ce que l'on peut faire pour éviter tout ça? J'en parle, je crois que c'est dans le bouquin, mais quand je faisais des meetings aériens, la manière que j'avais de rallier l'équipe à notre objectif, à l'état final recherché, c'était la manière suivante. Je ne dis pas qu'ils l'ont fait ou qu'ils ne l'ont pas fait. Je ne dis pas qu'il faut le faire ou pas le faire. Je veux juste un partage d'anciens leaders comment vous pouvez briefer votre équipe alors que vous changez complètement en fait, de style de métier tout en faisant la même chose. Quand vous êtes dans un meeting aérien, on va dire, allez, on va prendre le meeting de Lens. Meeting de Lens, c'était 2015, je crois. 2015, c'était mon premier meeting. J'étais avec d'excellents ex comme leader. Mais il y avait 100 000 personnes au sol. Je crois que c'était 110 000 en tout. On va dire, prendre un exemple. 100 000 personnes au sol. Si je devais briefer un meeting demain où on va faire une démo devant 100 000 personnes, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire, OK, on s'apprête à faire un meeting aérien pour 100 000 personnes. Sur les 100 000 personnes, il y a 80 000 personnes, elles seront contentes s'ils voient nos avions en l'air. Si on décolle et qu'on se repose en toute sécurité, mission accomplie, pour les 80%, pour 80 000 personnes, ils seront contents. Ensuite, on a 10 000 personnes qui connaissent un peu l'aviation, qui sauront dire que c'est un Rafale avec un bidon. S'ils nous voient faire des évolutions entre 2 et 5G, un minimum coordonné, ça leur fera très plaisir. Après, on a à peu près 5%, 5 000 personnes qui connaissent très très bien et qui sauront dire si on respecte bien le box, bien le cadre, s'il y a des trans de mort qui sont trop longs, si on se loupe un petit peu, si la position elle n'est pas tout à fait bonne, eux ils sauront le voir. Et ensuite on a à peu près 5% des gens qui sont là, quoi qu'on fasse ça ira pas. Pour qui est-ce qu'on fait le meeting? On fait le meeting, on fait ce vol pour les 80%. À partir de là, si on décolle, si on se repose en toute sécurité, la mission elle est faite. On a eu un vol d'entraînement ou 2 vols d'entraînement. On est des personnes qui sont type alpha, très compétiteurs, tout ça. On revoit nos exigences et là on se le redit avant d'aller à l'avion, complètement à la baisse. Que mon équipier il soit 1,50 m ou à 3 mètres ou même à 10 mètres de moi je préfère qu'il soit à 10 mètres. Il faut se rajouter des marges. On s'apprête à faire quelque chose qui n'est pas dans notre domaine d'expertise le plus développé, on se rajoute des marges. Donc on en revient toujours à ça. Avoir conscience de ce qu'on s'apprête à faire, des facteurs environnementaux qui soient externes ou internes, de comment ils peuvent nous affecter en tant que pilote, comment ils peuvent affecter notre équipe. On essaye d'anticiper et on essaye de trouver des process, des manières de communiquer avec nos équipes pour éviter que ça n'arrive pas. Maintenant, est-ce qu'ils ont fait ça? Est-ce qu'ils ont cette mentalité-là? C'est très probable. Ça peut quand même toucher. Ça arrive rarement. Le côté positif, c'est que il n'y a pas mort d'homme. Je vous rappelle quand même en meeting aérien, que ce soit des Sukhoi, que ce soit des Mirage 2000, que ce soit du Mirage F1, il y a de l'accident, il y a de l'accidentologie. C'est bouger les avions aux limites de leur capacité dans un environnement très stressant pour des pilotes de combat. La démonstration, c'est pas ce pourquoi normalement on est préparé. Avec tout ce qui va autour. Quand vous faites un meeting aérien, il y a beaucoup de sollicitations autour, surtout quand vous arrivez avec un Rafale ou 2 Rafales. Donc c'est un métier, c'est pas évident. J'espère que les pilotes vont bien, qu'ils vont bien s'en remettre, que l'enquête sera pas trop, on va dire, impactante. Et surtout, le plus important, c'est ça, c'est la culture juste. Quand on voit ce qui s'est passé pareil, même en tant qu'observateur, même sur vos messages sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est poser, pas casser. Merci à eux de servir le pays. Merci à eux de s'investir au quotidien. Il ne faut pas obliger que ce sont des gens qui sont portés volontaires pour vous défendre, pour nous défendre, pour défendre la nation. Et que les meetings aériens, c'est là pour vous montrer à tout le monde, montrer à la population, ce que l'on sait faire avec le matériel, ce que les ingénieurs français arrivent à faire, ce que les opérationnels arrivent à faire, de temps en temps ça touche, ça fait partie du risk level low, comme on dit. Le risque level low, d'un point de vue tactique, c'est quand vous partez faire une mission, vous essayez de faire en sorte qu'il y ait le moins de pertes possible, mais vous ne pouvez pas faire moins de pertes qu'en temps d'entraînement, et en temps d'entraînement, malheureusement, il y a quand même des pertes. Donc voilà, celle-ci a été un peu médiatisée. Heureusement, c'est que de la casse matérielle. À voir si les avions pourront être réparés. On le saura dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à dans quelques jours. Fin de semaine, je vais vous sortir des vidéos
d'analyse de vidéos qui tournent, qui sont un petit peu virales sur l'Ukraine. Je vous ai préparé 3 vidéos, elles sont en fin de montage. Et je vous donne rendez-vous mercredi pour une vidéo sur Top Gun 2, bien sûr. Allez, fly safe, et encore une fois, bravo à l'armée de l'air et de l'espace, bravo à la FOSA pour ce magnifique meeting. Et il faut continuer les meetings, ça donne envie aux gens, c'est de la motivation. Et ça permet aussi de gagner la guerre avant la guerre. Maintenant, voilà. Un risque level low, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de perte, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de casse. Ça fait partie du métier. J'espère que cette vidéo, un petit peu longue, vous aura permis de bien comprendre l'état d'esprit, de bien comprendre ce qui peut se passer, de bien comprendre comment les pilotes l'intellectualisent. Et le risque zéro n'existe pas. Allez, fly safe.